Donc, nous allons reprendre notre programme et attaquer cette deuxième session après... On t'entend pas? On m'entend pas? Ah oui, là ça va, là? Oui. Après donc cette riche et chaleureuse introduction, nous allons aborder cette deuxième session, une session que nous avons intitulée « Ouvrir des brèches ». En choisissant cet intitulé, nous voulions mettre l'accent sur ce sentiment que nous avions d'avoir tout au long de ces 20 ans, au-delà des clôtures et des silences, ouvert de nouvelles perspectives de réflexion sur cette thématique qui nous rassemblait toutes et tous, travail, genre et société. Ainsi, l'objectif de cette session va être de porter un regard autant rétrospectif que prospectif sur les thèmes fondateurs et permanents de notre revue, mais aussi sur les thèmes les plus récents. Ce sont ainsi différentes générations du comité de rédaction qui vont échanger sur ces thèmes clés. Bien évidemment, nous ne serons pas exhaustifs et d'autres thématiques auraient tout à fait mérité de figurer dans nos échanges. Mais les contraintes de temps nous imposaient des choix. 2 tables rondes vont donc se succéder. Une première table ronde portera sur les thèmes fondateurs de la revue et sera animée par Fanny Gallo, historienne, Université Paris-Est Créteil, avec la participation dans l'ordre d'intervention de Marlène Cacco-Biteau, sociologue, Université de Poitiers, Jacqueline Laufer, sociologue, HEC Paris, Rachel Silveira, économiste, Université Paris-Nanterre, et enfin de Monique Meuron, statisticienne INSEE. Une deuxième table ronde portera sur les thèmes contemporains et sociétaux qui ont émergé dans notre revue lors des années récentes. Elle sera animée par Marlène Cacco, avec la participation de Marion Paoletti, politologue, Université Bordeaux 4, de Fanny Gallo et de Delphine Gardet, historienne, Université de Genève. Je donne donc maintenant la parole à Fanny Gallo, qui va animer la première table ronde. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et tous. Donc, au cours de cette table ronde, nous allons revenir donc sur les thèmes fondateurs de la revue. Et en particulier, nous allons aborder 4 thèmes qui seront traités donc en 10 minutes chacun. Donc, la formation, profession et genre, d'une part, l'émergence du concept d'égalité professionnelle, l'angle mort des politiques publiques et les catégories sociales à l'épreuve du genre. Nous avons donc demandé à nos amis de structurer leurs propos autour de 3 grandes questions. Pourquoi et comment ce thème s'est imposé à la revue en 1999? Comment a évolué ce questionnement? Et quelles sont les questions pour demain? Je passe tout de suite donc la parole à Marlène Cacco-Biteau. Merci Fanny. Donc, le questionnement sur les relations entre la formation, le diplôme et l'inscription professionnelle des femmes et conjointement des hommes a été introduite en 1995 dans les cahiers du MAGE qui ont précédé la création de la revue Travail, genre et société. Nous interrogions l'incidence de la mixité sur la socialisation des élèves. Cette mesure positive en elle-même, n'effaçant pas d'un coup de baguette magique les asymétries entre sexes. Il fallait donc problématiser la notion et questionner ses conditions de réalisation. Quand peut-on parler de mixité effective? Les filles minoritaires dans une filière dite masculine bénéficient-elles d'un tremplin ou continuent-elles à pâtir de leur profil atypique? Parallèlement, on cherchait à déconstruire les préjugés sur la féminité d'un métier, dactylographe, enseignante, investi massivement par des femmes, préjugés qui s'exercent au détriment d'une reconnaissance de leurs compétences professionnelles. Cette réflexion, engagée dans une perspective disciplinaire, s'est poursuivie dans les années 2000 en s'élargissant aux relations filles-garçons dans les espaces d'apprentissage et de vie personnelle en France et ailleurs, c'est l'ouverture internationale de TGS,
Donc, nous avons publié un dossier sur cette question en 2003. En s'élargissant à l'utilisation du diplôme sur le marché de l'emploi, sont envisagés à la fois les progrès liés à l'accès des femmes aux études longues et sélectives et les inégalités qui perdurent à travers la féminisation différentielle des emplois et des professions. La nature du diplôme, un master ou un doctorat scientifique par exemple, ne garantit pas aux femmes d'exercer une fonction dans le secteur et au niveau auquel ce diplôme semble les destiner. L'adéquation est plus affirmée chez les hommes. Si ces inégalités ne sont pas imputables aux seules institutions de formation, ne faut-il pas questionner les rapports de sexe ou de genre dans la sphère privée? C'est l'une des orientations choisies par TGS, qui n'a pas manqué d'explorer les conditions et les effets de la socialisation dans un environnement plus large, famille, groupe des pairs, contextes nationaux. Je pense au numéro France-États-Unis, qui publie un article sur l'éducation des filles dans ces deux pays en 2012. Les interactions, donc, explorer aussi les interactions entre sphère professionnelle et domestique, entre contraintes objectives et aspirations personnelles, comme pour ces biologistes passionnés par leur métier et désireuses d'élever des enfants, dont nous parle Catherine Marie dans le numéro 14 de 2005 de la revue. Pourtant, c'est ce que la revue met en avant dans les années de fondation et dans les numéros les plus récents, la féminisation des postes à responsabilité a progressé. Des femmes ont occupé dès le XIXe siècle des postes d'autorité et de pouvoir. Sylvie Schweitzer nous en parlait dans le numéro de 1919, le numéro 2. Aujourd'hui, même si elles restent minoritaires, elles sont présentes dans les services de l'État aux échelons supérieurs. Sophie Pochick et Alban Jacquemart, avec d'autres chercheurs, ont publié récemment sur ce thème. L'approche socio-historique occupe donc une place importante, également quand il s'agit d'explorer le monde des affaires mal connu et celui des patronnes. Je pense au numéro 13, 2005, donc coordonné par Jacqueline et Laura Lidons. Le débat sur le sens et les enjeux de la féminisation continue de mobiliser la réflexion avec des interprétations diverses. Progrès ou reconduction de l'infériorisation de la main-d'œuvre féminine qualifiée. Le titre choisi par Hyacinthe Ravet dans son article publié en 2016, Chef d'orchestre, le temps des pionnières n'est pas révolu, est suffisamment éloquent, je pense. À mesure que la promotion des femmes augmentait, néanmoins, dans les professions et les emplois à différents niveaux, la dimension de la comparaison entre les sexes s'est imposée, permettant de dévoiler l'intrication des sphères d'activité pour les unes et pour les autres. Pour les hommes, la famille nombreuse est un atout, elle représente un handicap pour leurs collègues femmes. Voir le dossier « Le genre masculin n'est pas neutre », là aussi le titre est tout un programme, publié en 2000. Les parcours construits au masculin neutre sont de nouveau interrogés en 2007 dans le dossier genre et organisation, avec les enjeux pour l'accès des femmes cadres aux postes de dirigeantes et la question concernant le fameux plafond de verre déjà évoqué. Toutefois, TGS s'est aussi penché sur les difficultés rencontrées par les hommes qui souhaitent s'investir dans la famille. La question du soutien à la paternité a été soulevée. Les hommes des jeunes générations sont-ils si éloignés de leurs collègues ou compagnes? C'est une question que la revue a commencé d'affronter, compte tenu des changements qui marquent la vie de couple et la vie de famille. Dans tous les milieux, un dossier est consacré au ménage populaire dans le numéro 39, paru en avril 2018, et qui marque l'investissement dans le travail, avec les enjeux cruciaux qui s'y rattachent pour l'État et les employeurs, pour la prise en compte du travail d'éducation et de soins dans la société. Dans les derniers numéros, le thème de la construction des activités comme masculines
abordée dès 2004 à partir d'une réflexion sur l'exigence de virilité pour l'accès à certains postes, exigence qui pèse au sein des organisations, non seulement sur les femmes, mais sur les hommes jugés non conformes. Ce thème est repris sous l'angle des professions à risque, auxquelles Clotilde a fait allusion. Nous nous sommes demandé si les risques sont exagérés, s'agissant du portage de guerre ou de la marine marchande, à seule fin d'écarter les femmes et d'héroïser les hommes. L'article de Juliette Rennes sur les cochères à la Belle Époque, victimes d'accidents provoqués pour les déconsidérer, met en lumière la pérennité du phénomène. Donc c'est un dossier que j'ai coordonné avec Guillaume Malochet. Et l'entretien que nous avions réalisé avec une pilote de ligne tendait aussi à confirmer notre hypothèse. Quelle ligne de force se dégage pour l'avenir? La question de la légitimité à occuper telle ou telle place dans les lieux de formation et de travail, légitimité au regard du genre et des rapports de domination, constitue un champ ouvert par et pour TGS dans le proche avenir. À l'heure où les femmes sont considérées alternativement comme pas assez nombreuses ou trop nombreuses, la mixité serait-elle impossible? Où l'on s'inquiète des effets de cette mixité sur les garçons, nous pouvons poursuivre la controverse initiée en 2014 autour de l'ouvrage « Sauvons les garçons », c'est toujours d'actualité. À l'heure où la féminisation des noms de métiers peine à entrer dans les mœurs, où l'on s'interroge enfin sur la réponse apportée aux violences perpétrées dans les milieux de travail. Une controverse sur ce thème paraîtra dans le prochain numéro 49. Je vous remercie. Merci beaucoup Marlène. Je passe maintenant donc la parole à Jacqueline Laufer sur l'émergence du concept d'égalité professionnelle. Merci Fanny. Alors, concernant l'émergence du concept ou du champ de l'égalité professionnelle, quels ont été hier nos débats et pourquoi ce thème s'est-il imposé à la revue? Les politiques d'égalité professionnelle ont constitué d'emblée, Margaret le rappelait tout à l'heure, l'un des 7 axes de réflexion du MAJ lors de sa création en 1995 sous l'intitulé « Politique d'égalité professionnelle et politique familiale ». Le point de départ de nos réflexions était le scandale que représentait la contradiction entre un principe d'égalité entre les sexes affirmé dans le droit depuis le préambule de la Constitution de 1946 et l'ampleur des inégalités concrètes produites par les rapports sociaux de sexe et subies par les femmes sur le marché du travail. Le droit du travail contribuant pour sa part au maintien de ces inégalités, l'une de ses premières manifestations ayant consisté à développer une logique juridique protectrice du travail des femmes qui tendait à les assigner à une condition inégalitaire. Il s'agissait donc pour nous, en ces premiers temps, de prendre le droit au sérieux, selon l'expression de Marie-Thérèse Langtin, et de donner toute sa place à une évolution juridique qui, dans le sillage du droit européen, et tout particulièrement avec la loi Roudy sur l'égalité professionnelle votée en 1983, s'appliquait à faire du droit de l'égalité un droit pour l'action. Une évolution juridique qui, d'emblée, s'est articulée à un processus de négociation collective qui deviendra bientôt contraignant, négociation dont le programme sera de développer des diagnostics et une correction des inégalités produites par le marché du travail, mais aussi par le fonctionnement des organisations concernées. Mais faire du droit de l'égalité un droit pour l'action ne devait pas pour autant épuiser le débat. Un débat juridique, car plus le droit se rapproche de la pratique et plus la complexité des notions mises en œuvre suscite des débats, égalité des droits, égalité de traitement, égalité des chances, discrimination, discrimination directe, discrimination indirecte, discrimination positive, etc. Un débat sémantique aussi, qui s'amorce dès les années 90 dans les cahiers du MAJ, ancêtre de la revue
Travail, genre et société, sur l'articulation entre égalité et liberté, puis plus tard sur les notions de mixité, de parité, de diversité et sur le rapport de ces notions avec la notion d'égalité. Débat qui, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, ont nourri plusieurs des dossiers et controverses publiés par la revue et auxquels ont pris part nos collègues Geneviève Fraisse, Marie-Thérèse Langtin, Eliane Vogel-Polski, Annie Fouquet, Michel Minet, Annie Ginter, Françoise Milewski, Ami Mazur, Janine Mossulavo, Margaret Marmeny et tant d'autres. J'en viens à mon deuxième point. Comment ont évolué ces questionnements et ces débats aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Un bilan qui s'appuie en particulier sur plusieurs recherches réalisées à partir des années 2000 et dont je ne peux donner ici que quelques exemples. Recherche sur les plans d'égalité professionnelle mis en œuvre dans le cadre de la loi Roudy, recherche sur le texte d'accord négocié entre 2001 et 2004, réalisé par Rachel Silveira et moi-même, recherche d'ARES en 2017, réalisée par Sophie Pochic et son équipe, sur le contenu et le processus d'élaboration de 186 textes signés, des accords négociés ou des plans unilatéraux qui sont exigés des directions en cas d'échec de la négociation, ou encore une recherche-action fondée sur l'accompagnement de moyennes ou de petites entreprises dans leur démarche égalité, recherche réalisée par Yannick Lequintrec et Magali Bakou. Ce bilan, Travail, genre et société, y a participé. Ainsi, nous avons organisé avec Rachel Silveira les controverses de 2004, l'égalité professionnelle 20 ans après, et de 2017, des lois à la négociation, quoi de neuf pour l'égalité professionnelle. Controverses qui ont rassemblé des contributions de chercheuses et de chercheurs et aussi d'acteurs et d'actrices de l'égalité professionnelle, notamment au sein des syndicats, contributions dont nous avons débattu dans un amphidumage intitulé « L'égalité professionnelle entre femmes et hommes est-elle négociable ?» Ces contributions témoignent de progrès importants et de limites non moins significatives de cette politique d'égalité négociée. Du côté des progrès, la hausse du nombre des accords négociés dans les grandes entreprises, un meilleur encadrement de la négociation, tant du point de vue des domaines à couvrir que du point de vue des contrôles et des sanctions en cas de non-ouverture ou d'échec des négociations, l'exigence étant alors celle, je le disais, d'un plan d'action unilatéral de l'employeur, tandis que désormais, la négociation d'un accord égalité conditionne pour les entreprises l'accès au marché public. Du côté des limites, le constat des difficultés récurrentes à établir un diagnostic précis et partagé des inégalités entre femmes et hommes dans l'entreprise limite aussi du côté du statut de la négociation. Si l'objet de la négociation est ambitieux, rémunération, accès à l'emploi, formation, carrière, promotion, conditions de travail et d'emploi, mixité des emplois, il s'agit d'une négociation sans véritable obligation de résultat. Car comme le souligne Michel Minet, la loi n'impose pas que la négociation aboutisse à l'effectivité de l'égalité professionnelle. Limite, enfin, du côté du contenu des démarches, avec le constat d'une préférence des entreprises pour des démarches d'égalité axées sur les politiques de gestion des ressources humaines, démarches à faible coût, comme le souligne la recherche d'ARES, aux dépens de démarches visant les inégalités structurelles qui caractérisent l'emploi des femmes, inégalité de rémunération, précarité de l'emploi, emploi à temps partiel, sous-évaluation des emplois à prédominance féminine. De surcroît, certaines dispositions des lois travail et Rebsamen en 2015 et 2016 peuvent apparaître paradoxales au regard du volontarisme affiché. Ainsi, l'intégration de la négociation égalité dans un vaste domaine qualité de vie au travail fait débat, accueilli de manière très réservée par certains acteurs, mais accueilli favorablement par d'autres, les premiers soulignant le risque que soient ainsi émoussées des revendications en matière d'égalité. Ainsi, la possibilité accordée aux entreprises de modifier et de rallonger la périodicité des négociations sur l'égalité professionnelle. Et enfin, l'incidence négative sur les négociations en matière d'égalité professionnelle, de la place prépondérante donnée à la négociation d'entreprise au regard des accords de branche, alors que de nombreuses entreprises, petites ou moyennes en particulier, sont dépourvues de délégués syndicaux.
Mais dresser un bilan de l'égalité négociée implique aussi de considérer comme un enjeu à part entière la position des syndicats envers l'égalité professionnelle. Ainsi, le dossier genre, féminisme et syndicalisme, coordonné par Cécile Guillaume, Sophie Pochic et Rachel Sivera, et publié en 2013 en TGS, témoigne de ces évolutions dans la prise en charge par les syndicats des intérêts des femmes. De même, plusieurs dossiers ou controverses, dossier de 2016 sur les femmes dirigeantes, coordonné avec Marlène Binquet, et je ne peux malheureusement pas citer toutes les participantes, controverse sur l'impact des quotas en 2015, coordonné avec Marion Paoletti, controverse sur les spéculations relatives aux performances économiques des femmes, coordonné également avec Marion Paoletti, ont contribué à éclairer plusieurs des difficultés de la construction de l'égalité entre hommes et femmes dans les sphères dirigeantes des organisations privées ou publiques. J'en viens maintenant à mon troisième point. Quelles pourraient être les questions pour demain? En raison des limites de temps, je n'en évoquerai que 3 qui apparaissent de manière récurrente dans nos débats. Une première question est liée à la façon dont la recherche sur la mise en œuvre de l'égalité professionnelle implique de manière nécessaire le développement d'un regard pluridisciplinaire entre droit, sociologie, sociologie du travail, sociologie des organisations, sciences politiques, économie et gestion. Ce regard pluridisciplinaire s'accompagnant de fortes tensions au sein de ces disciplines ou encore entre ces disciplines, tant au niveau de la connaissance qu'au niveau de l'action. Il s'agit des tensions au sein du droit lui-même, qui mettent en jeu différentes définitions de l'égalité, de tensions entre l'attitude optimiste du droit et la posture souvent critique de la sociologie des inégalités, de tensions entre les logiques juridiques qui visent la réalisation d'un principe et des logiques gestionnaires dominées par les logiques économiques. La question de l'efficacité du droit est en particulier posée quand les dispositifs législatifs tendent à se soumettre à la logique gestionnaire. Ajoutons que ces tensions entre les regards portés par les différentes disciplines sur les politiques d'égalité professionnelle produisent des évaluations contrastées quant aux progrès ou aux échecs des dites politiques. La question se posera donc pour nous de savoir si nous sommes ici en présence d'un dialogue fructueux ou d'un dialogue de sourds ou de sourdes, comme on préférera. Une deuxième question pour l'avenir est liée plus spécifiquement à la question des justifications des politiques d'égalité dans la sphère du travail. Si certains chercheurs, comme Jean Gadret, considèrent que la réduction des inégalités et l'objectif d'égalité entre hommes et femmes peut être justifié par des arguments économiques, pour d'autres de nos collègues, Hélène Périvier et Réjeanne Sénac notamment, la justification des politiques d'égalité par leur contribution à la performance économique aboutit à dépolitiser l'égalité, qui devient alors un moyen pour servir des objectifs économiques, les femmes accédant à l'égalité sous conditions de performance. Or, disent nos collègues, les politiques d'égalité ne sont légitimes que si elles sont conçues selon un principe de justice autosuffisant et non négociable. Mais l'histoire ne saurait s'arrêter là. Selon le célèbre philosophe du droit Perelman, si la justice consiste à traiter des cas semblables de façon semblable, la question demeure de savoir comment définir les cas semblables. Or, nous dit Perelman, il y a 6 manières différentes et de surcroît conflictuelles de définir des cas semblables. À chacun la même chose, à chacun selon ses mérites, à chacun selon ses œuvres, à chacun... Oui, absolument. À chacun, je continue, je vais le refaire avec chacune. À chacun et chacune selon ses besoins. À chacun et chacune selon son rang, mais vous avez entièrement raison, je suis. À chacun et chacune selon ce que la loi lui attribue. Cette analyse de Perelman nous fait revenir à la case départ. L'une des questions essentielles est alors de savoir quel principe de justice nous semble légitime et dans quelle mesure ils peuvent être compatibles. Ceci renvoie chacun et chacune de manière ultime à ses préférences idéologiques et politiques. Une troisième question à approfondir dans l'avenir concerne la question de savoir si les politiques d'égalité professionnelle ne s'inscrivent pas dans une approche élitiste de l'égalité professionnelle
pour reprendre l'expression de Sophie Pochick et de plusieurs de nos collègues. De nombreuses mesures profitant alors surtout au développement de carrière de ces femmes diplômées du haut de la hiérarchie des organisations, aux dépens de mesures visant les inégalités d'emploi et de rémunération des femmes au bas de l'échelle. Ces politiques d'égalité élitistes contribuant ainsi à accentuer la bipolarisation de la situation des femmes sur le marché du travail et les inégalités entre les femmes appartenant à différentes catégories sociales. Si on peut se féliciter des progrès de la parité et de l'accès croissant de certaines femmes à des postes de pouvoir, n'y a-t-il pas là un enjeu démocratique? Cela ne doit pas conduire à minimiser l'enjeu de politiques d'égalité professionnelle susceptibles de s'attaquer aux profondes inégalités qui continuent de caractériser d'autres catégories de femmes, femmes dans des emplois précaires à temps partiel ou assignées à des emplois à prédominance féminine, mais aussi d'autres catégories de femmes cadres qui subissent nombre d'inégalités, tant sur le plan des rémunérations que sur le plan des carrières. En d'autres termes, la question des inégalités de sexe ne saurait conduire à occulter la question des inégalités de classe. Ceci pose la question de savoir s'il est possible d'articuler ce que Sophie Binet désigne dans une publication récente comme un ensemble de revendications convergentes en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, revendications qui seraient susceptibles de s'adresser aux situations des différentes catégories de femmes. Et si l'on peut comprendre que face à un constat négatif, certaines d'entre nous en viennent à critiquer des démarches qui, au nom de l'égalité professionnelle, semblent plutôt reproduire, sinon accentuer, les inégalités sociales que les réduire. Chemin faisant, et je termine, l'analyse des politiques d'égalité professionnelle nous conduit à souligner la complexité de la question de l'égalité et la fragilité qui en résulte. Conflits et contestations jalonnent sa mise en œuvre. Cette fragilité du principe d'égalité entre hommes et femmes ne doit pas surprendre car elle ne fait qu'exprimer la fragilité de l'égalité en général dans la société. Ceci nous conduit au bord de la question de l'intersectionnalité, en l'occurrence entre classe et genre, mais je n'irai pas plus loin car l'exigence d'ouverture de la perspective égalitaire à l'intersectionnalité sera ici traitée par Fanny Gallo dans quelques instants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacqueline. Je passe maintenant donc la parole à Rachel Silveira sur l'angle mort des politiques publiques. Merci et je voulais remercier tout le monde, femmes et hommes présents, pour ce grand moment pour nous de ces 20 ans et de prendre ce temps du recul, de réflexion que l'on a ensemble dans nos diversités, à la fois de discipline, d'âge. Voilà. Donc pourquoi ce thème, l'angle mort des politiques publiques? Eh bien, quand on a réfléchi ensemble au temps fort de la revue, il est apparu que tout au long de ces 20 ans de revue, et même auparavant du temps des cahiers du mage, eh bien, on avait questionné les politiques publiques du point de vue du genre. On les avait questionnées dans leur multidimensionnalité, qu'il s'agisse des politiques de l'emploi, des politiques économiques, des politiques familiales, fiscales, des politiques sociales, bien entendu, sans parler d'égalité professionnelle, puisque Jacqueline vient justement d'évoquer ce sujet. Donc, en fait, les exemples ne manquent pas où l'on a apporté, sous différentes formes, un regard, une lecture du genre à travers ces politiques publiques. Alors, pourquoi est-ce que cette question est apparue, alors même, je tiens à le préciser, qu'il ne s'agissait pas d'un champ de recherche que l'on portait, que j'ai pu porter moi-même. C'était un petit peu transverse à l'ensemble de nos propres travaux. Eh bien, pourquoi en fait, c'est parce que le genre a eu deux statuts dans ces questions de politique publique. Tout d'abord, degré zéro, une invisibilité complète. D'où l'idée d'angle mort. Il y a pu y avoir
un certain nombre de réformes, de politiques importantes qui pouvaient être mises en œuvre, parfois analysées et évaluées, sans jamais poser la question du genre. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la réforme des retraites. Pas aujourd'hui, non. Je nous replonge dans les réformes précédentes et en regardant donc les numéros précédents, je vous invite à regarder les travaux que nous avons pu mener notamment avec Monique Meuron dans la revue à propos des réformes de retraite de l'époque où justement le genre était quasiment invisible et où nous avons invité un certain nombre de chercheurs, on ne peut pas les nommer tous et toutes, à s'interroger sur quels effets attendre de cette réforme. Insistons d'emblée sur le fait que, à ce moment-là, le mouvement social et même en partie féministe ne portait, ou syndical ne portait pas forcément lui-même cette réflexion, quels effets sur les femmes à attendre de ce dispositif-là. On peut citer aussi la question du revenu du RSA, du revenu, j'ai perdu le fil, du revenu Social de solidarité active, où on avait fait avec Hélène Périvier une controverse RSA pour les femmes. Et ceci en 2009, dès le début. Autre effet qui était aussi peu présent, c'est que rarement ces dispositifs étaient évalués en termes de genre. Quels effets inégalitaires pouvons-nous, et de façon indirecte, pouvons-nous relever du point de vue du genre? Ils étaient, pour la plupart du temps, lorsqu'ils étaient évoqués, minimisés, ou même, et ça c'est un peu nouveau, perçus souvent à tort comme positifs. Et je me rappelle d'une controverse autour des politiques de flexicurité selon les termes, où on a pu penser, pour certains, certaines, que ça pouvait être positif du point de vue des femmes. C'était en 2008 que ce débat avait eu lieu dans les colonnes de TGS. Donc au fond, TGS, pour moi, a contribué, pas toute seule bien entendu, mais a quand même contribué à lever le voile sur cet angle mort des politiques publiques et à permettre d'analyser les effets réels à attendre de la plupart de ces politiques, en termes de genre bien entendu. Alors, deuxième question, quelles sont les évolutions importantes par rapport à ce thème? J'en ai relevé deux. Tout d'abord, comme par hasard, la plupart de ces thèmes font l'objet de controverses. Et c'est dans la rubrique que j'aime beaucoup, pour ma part, des controverses, que la plupart de ces débats ont eu lieu. Ce n'est pas forcément un dossier, parce qu'évidemment, quand on parle des politiques publiques, surtout quand il s'agit de les analyser, voire de les évaluer, le champ de la recherche est quand même encore loin d'être suffisant. Donc c'est plus une interrogation, un questionnement. Et l'idée de controverse, c'est d'aller demander parfois à des actrices et des acteurs du mouvement social ou à des politiques ce qu'ils en pensent, du point de vue de qu'est-ce que ça fait aux femmes et aux hommes, bien entendu, de mettre en œuvre tel ou tel dispositif. Donc, ce que l'on peut dire, première remarque, c'est qu'il y a eu, et les amphidumage, comme Margaret le rappelait, qui sont un petit peu l'occasion de faire connaître de façon plus publique des débats que l'on a dans la revue, eh bien, ils ont fait l'objet de vraies controverses, voire de débats très animés. Deux exemples. Le premier, assez ancien déjà, enfin moins, 2012, avec Hélène Périvier, le débat pour ou contre l'imposition séparée au niveau fiscal. Débat qui alimente d'ailleurs les réflexions des recherches, qu'elles soient françaises ou pas. Et je vous invite, si vous avez le temps, à regarder, parce qu'il se trouve que cet amphi avait été filmé, un débat particulièrement animé, où j'ai cru, et j'étais au milieu, qu'on en viendrait aux mains au sujet de cette question. Et donc là, plus qu'une controverse, on voit bien comment
la revue, donc via l'Amphi-du-Mage, a pu mettre en avant ce débat qui n'est pas clos, hein, aujourd'hui en France. Deuxième débat tout récent, celui sur le revenu universel. Est-ce un piège ou est-ce une revendication féministe? Donc là, beaucoup d'entre vous étaient là. C'est une controverse qu'on a animée avec Delphine Gardet et où plusieurs analyses ont pu se confronter. J'étais moi-même, pour le coup, parmi les intervenantes. Donc, fondamentalement, ces débats, eh bien, ils interrogent des faits de société, et c'est logique, hein, que ce soit sous forme de controverse. Quelle place accorder au travail rémunéré, mais aussi non rémunéré, aujourd'hui et demain, dans l'analyse des études de genre? Quelle place d'accorder à la question de l'individualisation des droits? On n'en a pas fini de débattre avec cette question qui semble réglée du point de vue notamment des juristes, mais pas sur la place sociale. Ou encore, quelle place accorder aux dispositifs dits familialistes lorsqu'on traite de réformes comme celle des retraites? Vous voyez que les enjeux dépassent bien entendu la seule question du genre et incitent les politiques publiques et les analyses de ces politiques publiques à avoir une autre réflexion lorsqu'ils intègrent de temps à autre la question du genre. Deuxième remarque en ce qui concerne les évolutions importantes, c'est que ces débats dépassent le cadre français et nous avons eu l'occasion d'en traiter du point de vue de regard surtout européen. Je pense à la controverse qu'on a pu mener à propos du modèle allemand et ce qui a permis de montrer justement que ce modèle allemand méritait beaucoup de guillemets lorsqu'on l'interrogeait du point de vue du genre. Je pense que parmi le plus de la revue sur cette question était importante parce que à l'époque où ce modèle allemand était mis en avant pour la France, eh bien, on était, à travers la revue, les rares personnes à dire « Attention, dans le modèle allemand, il y a des risques et des enjeux du point de vue du genre en termes de précarité. » Autre exemple, l'interrogation sur les politiques économiques d'austérité, rarement analysées là aussi en Europe, du point de vue de leurs effets, notamment sur les femmes, en tant que salariées des secteurs publics, bien entendu, et principales utilisatrices de ces services publics, donc doublement touchées par ces politiques d'austérité. C'était là aussi une controverse qu'on a menée avec Hélène Périvier. Alors, pour l'avenir, je crois qu'aujourd'hui, alors c'est pas que TGS, mais c'est, à mon avis, beaucoup la revue, eh bien, on imagine plus difficilement qu'une grande réforme puisse avoir lieu sans évoquer, au moins évoquer, les femmes. Et j'en veux pour preuve le débat plus ou moins ouvert sur la réforme des retraites actuelle qui, alors là, c'est pas encore une controverse dans TGS, mais qui sait, hein, pour l'avenir, qui en tout cas a posé d'entrée de jeu la place et les risques éventuels d'inégalité, y compris d'ailleurs de la part des pouvoirs publics, qui ne cessent de dire que cette réforme serait plus favorable, en tout cas à ce qui se passe aujourd'hui, jusqu'à présent, du point de vue des femmes. Restera à en juger sur pièce dès qu'on aura des éléments plus précis. Je ne développe pas parce que je n'ai pas le temps. Il va sans dire que cette évaluation, le fait d'afficher, le fait de prendre en compte la question des femmes, ne limite pas et ne présume pas du résultat à attendre de ces dispositifs. Et je pense que cet exercice de vigilance que la revue mène devra se poursuivre, bien entendu, tant que, et ça me paraît important à porter pour l'avenir, tant qu'on n'aura pas des politiques publiques qui intègrent la question des femmes dès le départ, en amont, et pas seulement ensuite,
comme ça a été fait dans la plupart des cas. Donc, préalable à cela, donc, porter la question des femmes avant même peut-être leur mise en œuvre. Je pense à d'autres réformes en cours, comme celle sur le chômage, où là, il y a à nouveau l'angle mort était plus ou moins présent. Et puis, d'autre part, et ça renvoie à un des derniers points de conclusion de Jacqueline, il me semble que tant qu'on n'aura pas à la fois la prise en compte des inégalités de genre, mais aussi des inégalités sociales, tant que ces dispositifs, ces mesures ne s'intéresseront pas véritablement à la question des femmes les plus précaires, des femmes des milieux populaires. Et je vous renvoie au premier numéro de notre revue. J'étais ravie de voir qu'elle était encore consultée, ce numéro-là, à propos de la place des femmes salariées pauvres, des travailleuses pauvres. Je vous remercie. Merci beaucoup Rachel. Donc pour clore cette table ronde, je passe maintenant la parole à Monique Meuron qui va nous parler donc des catégories sociales à l'épreuve du genre. Très bien, merci. Alors, petit rappel, la revue témoigne au long cours des transformations du travail des femmes. Dans les catégories investies à géométrie variable par les femmes, les différences et les écarts évoluent et demeurent. Les femmes ont massivement investi les métiers qualifiés, mais devenus médecins, juristes ou ingénieurs, on ne les retrouve pas dans les mêmes spécialités que leurs collègues masculins et leur accès aux postes les plus prestigieux sont limités. Du côté des moins qualifiés, la dichotomie entre hommes et femmes ne s'est pas estompée. Femmes de ménage, assistantes maternelles et aides-soignantes, ouvriers de chantier, sapeurs-pompiers ou mécaniciens, beaucoup de métiers restent très sexués. Alors, comment mesurer ces écarts? Ont-ils augmenté ou diminué? Les catégories elles-mêmes ne sont-elles pas constituées dès leur définition à l'aide de critères liés au genre, contribuant ainsi à entretenir les stéréotypes? L'histoire des outils et des catégories statistiques révèle tout à la fois l'évolution des représentations sociales, des questionnements politiques et des problématiques scientifiques. De longue date, des sociologues et statisticiens ont étudié la construction des catégories statistiques, notamment avec Alain Desrosières et bien d'autres. Et certaines avaient aussi posé ces interrogations sous l'angle du genre. Par exemple, citons Marie Zuette, qui en 1981 étudie précisément le classement des agricultrices, avant même ses travaux célèbres sur la concentration des emplois féminins parus en 1983. La même année, Annie Fouquet avec Anne Chadot fournissent pour la première fois une évaluation économique du travail domestique qu'elles redéfinissent donc. Un peu plus tard, Christian Baudelot pose la question: le sexe est-il un résidu? Thérèse Locaux et d'autres démographes réfléchissent sur les catégories sexuées étudiées au fil du temps. Et citons Catherine Blum et son rapport très complet paru en 2000 sur les statistiques sexuées, rapport actualisé et complété en 2013 par celui de Sophie Pontieux. Alors, classées pour compter, les catégories du statisticien sont tout sauf une évidence et les données portent très mal leur nom. En se faisant l'écho d'études sur le genre et le marché du travail, la revue Travail, Genre et Société s'appuie largement sur les statistiques. Elle se doit donc d'y revenir, de réfléchir à la manière dont les données sont construites, d'interroger sous divers angles les concepts, les conditions de production et d'utilisation des données pour comprendre les enjeux sociaux et en particulier de genre qui y sont associés. Cette phrase introduit en 2004 un dossier complet, Statistique retour aux sources, piloté avec Philippe Alonso. Mais ce qui est frappant, c'est que les thèmes abordés dans ce dossier jalonnent en fait toute l'histoire de Travail, Genre et Société. Reprenons-en quelques-uns. Alors, dès le premier numéro de la revue en 1999, le dossier piloté par Margaret et Rachel sur Travail et pauvreté, la part des femmes, pose la question de la définition des travailleurs pauvres, vus différemment si on les regarde individuellement ou comme membres d'un ménage. Selon les choix, la place relative des hommes et des femmes dans l'archipel de la pauvreté ne sera pas la même. La catégorie travailleurs pauvres s'articule autour de deux notions, le travail et la pauvreté, ce qui en fait une catégorie hybride au carrefour de deux unités statistiques, l'individu et le ménage. En 2004,
Thibaut de Saint-Paul et d'autres racontent l'histoire du ménage, unité statistique hiérarchisée par excellence. En 2011, Thomas Amossé et Sophie Pontieux approfondissent la question. Les individus font-ils bon ménage? C'est un dossier. Le problème de l'unité statistique est là directement posé selon le niveau que l'on adopte, ménage ou individu. Les analyses ne fournissent pas les mêmes résultats. Comment articuler les deux? Outre les unités de base, réaliser une enquête statistique implique de donner une idée précise du champ visé et de trouver une méthode permettant de le couvrir au mieux. Maryse Marpsa en donne un exemple en 2004 avec les personnes sans domicile ou mal logées. Alors, côté concept, en définissant l'activité, statisticiens et économistes ont inventé l'inverse, l'inactivité, catégorie qui comprend nombre de femmes au foyer, et le travail domestique est devenu invisible aux yeux de ceux qui comptent. Annie Fouquet, en 2004, est remontée jusqu'aux sources historiques de cette construction. Mais le contexte des mesures statistiques est international, et Jacques Fraissinet montre les enjeux lorsque l'Europe fixe des objectifs en termes de taux d'emploi plutôt qu'en termes de taux de chômage. Les frontières entre travail, chômage et inactivité sont toujours mouvantes, toujours aujourd'hui aussi. Et les déplacés ne touchent pas les hommes et les femmes de la même façon. Une actualisation de ces problématiques sera toujours bienvenue dans Travail, genre et société. Alors, les frontières. Autre frontière problématique sur le marché du travail, celle de la diversité, posée par Jacqueline et Rachel dans un dossier Égalité et diversité de 2009. Elle se demande notamment comment mesurer les écarts entre les différentes populations. La question des statistiques ethniques est alors abordée. L'année suivante, en 2010, avec la maudite conciliation, c'est la frontière entre vie professionnelle et vie familiale qui fait l'objet d'un dossier grâce à Hélène Périvier et Rachel. La conciliation repose bien sur une question de frontières définies entre sphère privée et vie publique. Du partage des tâches ménagères à la cohabitation sur le marché du travail, les réponses aux injonctions d'égalité entre hommes et femmes diffèrent selon les pays. En France, l'enquête emploi du temps qui permet de mesurer les temps individuels consacrés notamment aux travaux domestiques n'a lieu que tous les 12 ans, tandis que l'activité économique est comptée dans une enquête emploi trimestrielle. On est loin des préconisations du Bureau international du travail qui cherche à rapprocher l'observation de ces domaines. Nous avons piloté avec Rachel un dossier en 2006, Salaire féminin, le point et la pointe, pour traiter la question de l'écart sexué des salaires. Laura Lidon s'y revient sur le poids de l'histoire, ancrage de l'idée de salaire d'appoint quand il s'agit de payer des femmes. Dominique Meurs et Sophie Pontieux y détaillent point par point toutes les bonnes raisons qu'ont les femmes de ne pas gagner la même chose que les hommes. Et elle pose le problème de la mesure de cet écart. Quel est le bon chiffre? Selon la source, le champ statistique, la référence au gain ou au salaire horaire, la part non expliquée de l'écart avec les hommes se réduit d'autant, mais demeure. Dans ce dossier, Christian Baudelot et Delphine Serre montrent en quoi les références des hommes et des femmes diffèrent en matière d'ambition salariale. Delphine Roy regarde en aval ce que dépensent les hommes et les femmes et montre que dans les couples, c'est bien souvent le salaire féminin, loin d'être un appoint, qui sert de base aux dépenses du ménage. Alors là aussi, on aimerait une actualisation de ces problématiques dans la revue. Les plus jeunes femmes au travail n'ont pas forcément les mêmes références que leurs mères, qui se comparaient à une génération de femmes majoritairement au foyer. On peut penser que les injustices salariales faites aux femmes sont peut-être aujourd'hui moins bien supportées qu'autrefois. De même, le partage des dépenses au sein des couples a pu évoluer dans certaines couches de la société. De nouvelles enquêtes et analyses sur ces sujets seraient très bienvenues. Les catégories. Alors, dans le prolongement des réflexions qui ont accompagné la définition des catégories socio-professionnelles au début des années 80, Thomas Amossé montre dans son article de 2004 en quoi métiers féminins et métiers masculins ne répondent pas aux mêmes critères de catégorisation. La concentration statistique des emplois féminins renvoie à une construction sociopolitique sexuée des métiers et qualifications qui s'exprime jusque dans la définition des catégories et règles de classement statistique, dit-il entre autres. La nomenclature des PCS se fait, profession, catégorie socio-professionnelle, ne fait ainsi qu'enregistrer et prolonger les inégalités de représentation professionnelle entre hommes et femmes. Est-ce là encore le cas dans la future nouvelle nomenclature 2020? On espère un dossier sur le sujet. Inégalité entre femmes. Alors si les plus qualifiés se heurtent si souvent au plafond de verre,
L'écart avec les moins lotis n'est-il pas en train de se creuser? Les instruments de mesure manquent pour saisir précisément les évolutions dans ces domaines. Travail, genre et société rencontre des patronnes en 2005, des femmes dirigeantes en 2016, des domestiques d'ici et d'ailleurs sont étudiés en 2009 et les sales boulots seront prochainement abordés par Pauline Cellier et Rachel. Sans oublier la dimension géographique de ces inégalités entre pays au sein même de l'Union européenne, entre le Nord et le Sud. Thérèse Locaux et Isabelle Puech ont piloté 2 dossiers en rapport avec ces sujets. Migration et discrimination en 2008, où elles s'appuient sur les statistiques françaises pour analyser les caractéristiques de la participation au marché du travail des femmes immigrées. Et Sud-exploité en 2011, car la mondialisation à marche forcée a pour effet de paupériser les plus pauvres, mais les femmes sont les premières atteintes. Elle souligne comment, sur ces sujets, les approches multidisciplinaires sont incontournables. Je les cite, histoire, sociologie, économie, démographie doivent se répondre si l'on veut mieux explorer le champ des migrations et discriminations de genre. Discrimination. En 2002 déjà, Catherine Soffer, un article montrait comment la notion de discrimination a fait l'objet de nouvelles formalisations dans la théorie économique. La même année, dans Ouvrière, les dessous de l'embellie, Philippe Alonso et Tania Angelov s'appuient sur Michel Golac et Serge Volkoff qui montrent comment la segmentation du travail ouvrier selon le genre apparaît à travers les enquêtes statistiques sur les conditions de travail comme une réalisation caricaturale de certains stéréotypes, et ce, malgré les modifications considérables qui se sont produites dans le monde ouvrier. Pour Stéphane Beau et Michel Pialou, la mise en concurrence de la jeune main-d'œuvre ouvrière réactive aussi des stéréotypes qu'on aurait pu croire d'un autre âge. On peut mettre en écho à ce dossier de 2002, celui de 2018, où Thomas Amossé et Marie Cartier recherchent ce qui caractérise aujourd'hui les ménages populaires. Alors, certains domaines ont été plus particulièrement abordés, je ne les cite pas tous, mais dans le domaine artistique, Hyacinthe décrit dès 2003 comment les femmes n'ont pas les mêmes fonctions, spécialités exercées et statuts que les hommes, et plus tard en 2008 avec Marlène, elles piloteront un dossier, les femmes, les arts et la culture, frontières artistiques, frontières de genre, montrant que les stéréotypes demeurent dans les rapports à la création et à la célébrité. Marlène et Delphine Gardet, dans Sciences, Recherche et Genre, orientent en 2005 la réflexion vers la place des femmes dans les sciences et la recherche. Là encore, les études quantitatives montrent qu'elles sont loin de former un groupe équivalent à celui des hommes. Une fois de plus, où en est-on? Peut-on déceler des évolutions? Dans quel sens les instruments de mesure d'autrefois peuvent-ils s'appliquer aujourd'hui? Peut-on les comparer? Toutes ces réflexions ne peuvent faire l'économie des questions de vocabulaire. La féminisation des noms de métiers, le nom du père, l'utilisation du mot genre et aussi comment introduire l'écriture inclusive, comment titrer les nouvelles catégories socio-professionnelles sans se contenter du masculin neutre, tellement commode. Les résistances sont fortes et les problèmes sont abordés de façon récurrente dans les controverses de la revue. Il faut continuer. En conclusion très rapide, quand on travaille genre et société par une réflexion nécessaire sur les outils statistiques, Quand Travail, genre et société revient par une réflexion nécessaire sur les outils statistiques, son angle de vision autour du genre est original et nécessaire. Il n'est pas si simple de débusquer les liens entre statistiques et genre. Dès la construction des concepts, j'ai essayé de montrer que dans chacun des thèmes abordés, on peut attendre des prolongements. Ces voyages aux sources mêmes de la statistique éclairent le prisme qui conditionne notre vision du paysage social. Souhaitons bien sûr qu'il soit prolongé et renouvelé. Donc la première table ronde touche à sa fin. Je vais maintenant donner la parole à Marlène pour l'animation de la seconde table ronde et ne vous en faites pas. Ensuite, nous donnerons la parole à la salle. Là, on essaye de présenter un peu l'ensemble des thématiques et du coup, on pourra échanger tous et toutes ensemble juste après. Bien, donc pour cette deuxième table ronde, donc, nous allons aborder 3 thèmes qui seront traités donc, comme précédemment. La politique et la politique,
travail et intersectionnalité, corps, sexualité et maternité. Et nous avons demandé à nos amis de structurer leurs propos autour de 3 questions, de nouveau. Quand ce thème a-t-il émergé dans Travail, genre et société? Comment a évolué ce questionnement? Quelles sont les questions pour demain? Donc, je passe la parole à Marion Paoletti pour le politique et la politique. Merci et bonjour. Donc, me revient la tâche de traquer le et la politique dans le travail, genre et société. Et peut-être que je dois commencer par dire que le repérage du politique, c'est évidemment une préoccupation ancienne des politistes et qui pose de redoutables problèmes. Parce que, comme vous le savez, c'est un des termes les plus extensifs de la langue française, avec une polysémie hyper fuyante et des valeurs associées au terme qui varient selon que on dit le politique ou la politique. C'est le seul mot androgyne de la langue française. Il n'a pas le même sens au singulier et au pluriel. Bref, la langue anglo-saxonne a plein de mots pour dire politique selon les différents sens. Et nous, on décline le même mot qui prend évidemment des sens différents. Alors, au sens de la politique, comprise comme une compétition entre des individus et des groupements politiques, les partis politiques, pour prendre le pouvoir et exercer le pouvoir, force est de dire que c'est pas quand même un enjeu majeur pour travail, genre et société, qui ne le traite pas. Si on élargit... Voilà, c'est pas une revue de sciences politiques, notamment pas peut-être la construction des enjeux dans les élections. Si on élargit le sens de politique à politique instituée, c'est-à-dire autour des institutions représentatives, de l'élection, des partis en compétition, etc. Et donc là, on retrouve les grands objets classiques de la science politique générale. On voit que travail, genre et société s'en saisit peut-être de 2 manières différentes. Alors, on est obligé peut-être sur ce sujet de souligner un des derniers dossiers de travail, genre et société sur la présidentielle de 2017, qui marque peut-être l'influence de l'entrée de politistes, peut-être plus tardive par rapport aux autres disciplines dans le comité de rédaction, et notamment l'arrivée d'Alban Jacquemart dans le comité de rédaction. Et donc, c'était un numéro vraiment qui s'efforçait de prendre en compte le genre dans l'expression des votes, mais surtout de manière localisée, contextualisée, processuelle, etc. Comment se fait la décision électorale en 2017 pour des hommes ou pour des femmes. Hormis ce numéro, et quand on reprend l'ensemble du travail qui a été fait dans Travail, genre et société, on est quand même assez frappé de ce que Travail, genre et société se soit saisi très précocement dès la parité, de la parité. Donc, réforme à nul autre pareil, qui vient bousculer l'universalisme de la République, précédée par une controverse dont on a un peu oublié l'intensité, et c'est devenu juste une règle pragmatique, il faut qu'il y ait des femmes qui entrent en politique. Mais alors que la science politique s'est saisie peut-être très tardivement du genre par rapport aux autres sciences sociales, anthropologie, histoire, sociologie, et je vous renvoie sur les raisons de ce désintérêt relatif ou très tardif de la science politique à l'égard du genre, à l'introduction du très bon dictionnaire genre et politique dirigé par Catherine Achin et Laure Bérény. Eh bien, alors qu'il y a cette indifférence relative, si je puis dire, au genre de la science politique. Travail, genre et société, je crois très... j'étais pas dans le comité de rédaction à ce moment-là, mais sans doute saisit très précocement l'importance de cette réforme coercitive et qui va s'étendre pour... de manière coercitive, faire entrer des femmes dans les lieux de pouvoir. Ça a été dit, mais je le recite quand même, ce numéro 7, qui est important, qui avait été co-dirigé par Delphine Gardet et Jacqueline Laufer. Égalité, parité, discrimination, l'histoire continue, numéro de 2002. Mais ça a été souligné par Jacqueline, avec toutes ces tensions, contradictions, paradoxes, difficultés de définir le vocabulaire sur ces termes, parité, égalité, discrimination. Et je veux dire que cette préoccupation est constante dans le travail genre et société. On voit bien que le numéro 21, donc bien des années après, alors n'exagérons pas trop, mais 21 en 2019, qui avait été prolongé donc par... un numéro coordonné par Jacqueline Laufer et Rachel Silveira, égalité et diversité, qui est, même s'il est centré, alors,
totalement centré sur le champ de l'emploi et du travail, permet là aussi de voir ces différences de concepts, de mise en œuvre, etc. Et qui est aussi très utile comme numéro pour les chargés de mission parité, égalité, diversité que nous sommes devenus bien souvent dans le comité de rédaction, depuis que cette fonction est devenue obligatoire dans les universités par la loi Fioraso. Et ce souci de voir cette réforme, sa genèse de la parité, son extension, sa mise en œuvre, on le retrouve à travers des mutations qui sont quand même assez souvent consacrées aux questions politiques. Juste peut-être citer cet article de Maud Navarre sur les prises de parole dans les assemblées politiques par des femmes et des hommes élus. Je n'en dis pas plus. Ou encore la controverse que Marlène avait dirigée en 2007. Y a-t-il une féminisation de la vie politique ? Ce qui est assez... un petit peu un pavé dans la mare. Est-ce que la parité permet la féminisation de la vie politique ? C'était quand même très intéressant. Maintenant, si on quitte ces définitions peut-être un peu restrictives de la politique, politique comme compétition, politique instituée autour des institutions de la démocratie représentative, et pour adopter une conception large du politique, au masculin, le politique, alors là, on en trouve des traces partout dans le travail genre et société et dès le départ. Le politique, de manière générale, s'entend comme un champ social dominé par des conflits d'intérêts, l'expression de conflits d'intérêts régulés par les pouvoirs publics. Donc un espace d'expression et de résolution des conflits, d'arbitrage des intérêts divergents dans la société. Et là, évidemment, on peut dire, j'espère ne choquer personne dans le comité de rédaction, que Travail, genre et société est une revue politique dans ce sens-là, de plusieurs façons. Alors d'abord, par la place conférée à l'épistémologie féministe, qui contribue à interroger la neutralité de la norme invisible, et donc du coup à considérablement étendre les frontières du politique. Et donc le numéro 3 qui a été plusieurs fois cité, le genre masculin n'est pas neutre, qui avait été coordonné par Rachel Silveira et Philippe Alonso, est évidemment très important pour des politistes qui n'ont pas été forcément habitués à penser la non-neutralité de l'universalisme, ou encore le numéro sur le genre des organisations qui est très utile pour travailler sur les partis politiques, parce que ça permet de voir comment des institutions, des organisations qui sont pensées comme neutres ne le sont pas. À côté de la place conférée à l'épistémologie féministe, je pense que effectivement, par son entrée qui croise travail, genre et société, dans le sillage de la deuxième vague du féminisme, travail, genre et société étant le domaine de ce qui est politisable. Les recherches féministes ont bien pointé la légitimation d'une séparation hiérarchisée entre d'un côté la sphère publique, de l'autre la sphère privée. Les politistes peuvent être tentés assez souvent de reprendre ces frontières naturalisées entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, à reproduire dans leurs analyses ces catégories. C'est en quoi cette revue est quand même très utile pour des politistes, parce que ce soit dans les dossiers et les controverses, Travail, genre et société donne à voir des problèmes sociaux avec le regard du genre. C'est des problèmes qui ne sont pas perçus comme politiques, bien souvent, et on voit bien un peu le caractère pionnier d'un certain nombre de dossiers, ou qui sont en train de le devenir, ou qui le sont devenus. Mais ce faisant, en traitant ces questions, je le redis, il y a un élargissement important pour moi des frontières du politique. Et là, on pourrait citer plein de numéros. Alors, tout le monde ou presque a cité le numéro 1 sur la pauvreté, mais je le recite maintenant, donc dirigé par Rachel et Margaret. Le numéro 10, par exemple, sur la prostitution, dirigé par Tania Angelov, Philippe Alonso ou Delphine Gardet. Et puis, vraiment de nombreux dossiers. On pourrait parler du harcèlement au travail, de la maudite conciliation, sud-exploité qui a été cité, évidemment, tenir au travail, corps sous emprise, biopolitique et sexualité du nord au sud, coordonné par Tania et Delphine, ou la GPA en débat, par Delphine, qui ne craint pas les sujets d'actualité. Voilà. Et puis, dans cette question-là, il y a aussi, dans cette dimension-là, là, j'ai cité des dossiers, mais évidemment, le rôle des controverses me paraît aussi très important dans cette dimension-là. C'est à la fois, par exemple, des controverses, on l'a dit, sur la langue, beaucoup, est-ce qu'il faut féminiser la langue, le nom du père en question, etc., mais aussi sur le féminisme
Qu'est-ce qu'être féministe aujourd'hui, Delphine Gardet, Jacqueline Laufer, ou peut-être la controverse coordonnée aussi avec Christine Barr, la France est-elle féministe ou anti-féministe? Peut-être troisième dimension de la politisation de questions sociales à travers TGS, c'est peut-être aussi les diverses controverses. Alors ça a été dit, Rachel a bien évoqué cette dimension-là, mais c'est vrai que pour moi, dans TGS, et en particulier dans les controverses, il y a une dimension très intéressante d'analyse des politiques publiques du point de vue du genre. Je ne vois pas trop quelle autre revue le fait et le fait à ce point-là. Et souvent sous des réformes d'actualité qui touchent des réformes socio-économiques ou qui touchent le marché du travail, des réformes qui sont en cours ou qu'on sent venir en quelque sorte, avec, mais ça a été dit, je ne vais pas non plus me répéter, mais parfois des points de vue très opposés. Et là aussi, on pourrait citer vraiment des tas de controverses sur le travail. Alors tu l'as fait, Rachel, alors je pense que Rachel est absolument centrale dans ce travail-là qui est fait sur l'évaluation du point de vue du genre des réformes économiques et sociales, le travail de nuit des femmes, les retraites, inégalités en tout genre, des controverses autour du livre, par exemple de Dominique Méda, faut-il brûler le modèle social, flexisécurité, je répète pour et contre une imposition séparée, évidemment, le RSA, la majoration de la durée d'assurance pour les mères de famille, de quelle égalité parle-t-on, la réforme des allocations familiales, le revenu universel, est-ce que c'est un piège ou une chance pour les femmes? Et là aussi, ça a été dit dans cette évaluation de l'action publique du point de vue du genre, il faut citer aussi souvent la dimension comparative qui est souvent présente à l'intérieur des controverses ou avec des numéros spéciaux, par exemple sur le modèle allemand à l'épreuve du genre, ou encore le numéro sur France-États-Unis qui avait été dirigé par Laura Down et Jacqueline Laufer. Alors j'en profite pour dire qu'en reprenant l'ensemble de ces productions, on est quand même assez saisi par l'ampleur du travail, la somme de travail abattu par les pionnières de travail genre et société, dont plusieurs sont à la table ou juste devant, et vraiment en reprenant l'ensemble de ces travaux, ça saute quand même un petit peu aux yeux. Voilà, et peut-être terminer en disant que c'est quand même probablement dans les parcours et le choix des parcours et dans la rubrique parcours d'acteurs et d'actrices engagés pour l'égalité entre les femmes et les hommes que le politique, comme expression des intérêts éventuellement divergents, est présent et est bien présent, parce que aussi les parcours sont souvent débutés par une question comment êtes-vous devenu féministe, et ces parcours me paraissent tout à fait caractéristiques de ce que Laure Bérégnier appelle l'espace de la cause des femmes, c'est-à-dire l'intersection de l'université, du mouvement social, mais aussi du féminisme d'État. Et donc oui, il y a beaucoup de parcours de militantes. Alors, dès le premier numéro, Madeleine Guibert, je ne vais pas tout citer parce qu'on va avoir quelque chose sur les parcours, donc voilà. On a des parcours toujours d'universitaires engagés dans le féminisme, dans les recherches féministes. Allez, quand même, je cite André Michel en passant, allez, Liliane Kendall, Nancy Fraser, Cynthia Cockburn, enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. Des actrices du mouvement social féministe, Maya Surdutz, des femmes politiques qui ont circulé dans des espaces à la fois dans les mouvements sociaux et dans l'espace institutionnel du pouvoir, Gisèle Halimi, Huguette Bouchardot, Yvette Roudy, ou des hommes politiques, Laurent Nevers pour ne pas citer. On a aussi des beaux portraits, des beaux parcours de femmes anonymes qui sont engagées dans des conflits de travail, que ce soit par exemple Maya Fati, femme de ménage du groupe Accor, qui avait mené une mobilisation politique de près d'1 an et dont le parcours avait été retracé par Isabelle Puech, ou le beau portrait, le refus d'encaisser Nathalie M sur une caissière qui faisait grève. Et puis on retrouve ce positionnement, ce multipositionnement en quelque sorte des parcours dans les portraits de femmes d'autres régions du monde. Et je crois qu'on est obligé de signaler l'internationalisation de ces parcours, notamment dans les derniers numéros. Alors, par exemple, le parcours de Fatou Sow, qui avait été retracé par Thérèse Lecoq et Isabelle Puech, mais je vais très vite, une paysanne chinoise, une migrante argentine travailleuse du Caire, une féministe pour la démocratie en Turquie, une bergère devenue députée en Argentine, ou encore, dans un des derniers numéros, le portrait, le parcours de Pinar Selek. Je suis probablement
trop longue. Et donc, quelques mots simplement peut-être sur l'avenir. L'avenir, alors je crois que Travail, genre et société va continuer à se situer dans cette double perspective, à savoir voilà, comment genre et politique se produisent mutuellement. Voilà, je pense que le genre permet de repenser le lien entre ordre social et ordre politique. L'ordre politique contribue à produire le genre contribue à élargir le politique. Enfin, je ne vois pas pourquoi on abandonnerait cette perspective. Ce qui me paraît important aussi, si on est sur cette dichotomie politique instituée, politique contestataire, c'est-à-dire que c'est les 20 ans de TGS, mais ça va être bientôt les 20 ans de la parité. Et là, je pense qu'il y a sans doute un bilan à faire, notamment pour croiser nos problématiques et travailler sur le travail politique ou le genre du métier politique. Sans doute qu'on ne peut pas aborder la question du travail politique et du métier politique sans le genre. Et puis sans vouloir faire de la politique fiction, on sent bien qu'après des moments de retrait, des décennies de retrait sur la vie privée, voilà, on est sans doute à l'aube d'un mouvement de repolitisation des individus et des sociétés, avec, alors je ne veux pas faire de la politique fiction, un risque ou une chance peut-être de débordement du politique par le social. Et ça me semble très important aussi qu'on puisse voir les femmes dans ces nouveaux mouvements sociaux globalisés, internationalisés, même si c'est dans différentes régions du monde, voir la politique contestataire du point de vue du genre. Et peut-être que, voilà, faut qu'on fasse l'état de la question, mais on ne peut qu'être frappé de voir toutes ces jeunes femmes engagées dans la cause écologique qui est en train de produire une conscience globale. Merci. Merci Marion. Je passe la parole à Fanny Gallo. Oui, alors moi je vais revenir donc sur la question de intersectionnalité et travail, mais vous verrez que finalement je vais un peu l'élargir au départ sur ces nouvelles questions qui alimentent les études de genre et bien au-delà. Alors l'approche intersectionnelle, donc visant à articuler, je le rappelle, entre autres les dominations de classe, de race et de genre, irrigue donc plusieurs articles récents et donnera lieu donc l'an prochain à un numéro donc que nous coordonnons, Jawida Seili, Sophie Pochik et moi sur le travail. Cependant, cela ne signifie pas qu'en 20 ans, TGS ne s'est jamais préoccupé de ce que pouvait produire le croisement de ces catégories ou rapports sociaux de pouvoir, que ce soit dans ces dossiers, ces parcours ou ces controverses. Alors je vais finalement aborder un certain nombre d'articles qui ont déjà été cités, mais sous un autre angle, donc j'espère que ce ne sera pas redondant. Alors, cette perspective est arrivée donc notamment par l'étude des désavantages structurels auxquels sont confrontées donc les femmes migrantes, souvent reléguées donc aux emplois de service en bas de l'échelle. Donc, par exemple, en 2008, le dossier Migration et discrimination, donc coordonné par Isabelle Puech et Thérèse Locaux, revenait plus précisément sur les obstacles et ou les opportunités que rencontrent les migrantes et les femmes dites issues de l'immigration dans les sociétés d'arrivée pour construire donc leur projet professionnel. L'année suivante, donc en 2009, le dossier consacré aux domestiques d'ici et d'ailleurs, encore coordonné donc par Isabelle Puech, avec donc Félicie Drouillot, Agnès Fine et Mélanie Jacquemin, poursuivait donc cette réflexion en se concentrant plus précisément sur les métiers qu'on appellerait aujourd'hui du care, donc assumés par ces femmes dans la migration. En 2011, le dossier Sud-exploité soulignait donc les effets désastreux du néolibéralisme sur les femmes des Suds. Je pense par exemple aux ouvrières des maquiladoras au Mexique. Donc on a des approches donc qui croisent donc ces rapports sociaux, ces dominations, à la fois pour l'étude de ces femmes en France, mais aussi ailleurs, dans une perspective globale, mondiale. De même, donc, plusieurs parcours ont rendu visibles donc, les effets produits par le croisement du sexisme, du racisme et du classisme. Donc, les parcours reprennent des parcours donc, d'intellectuels, de chercheuses, mais aussi de personnes dites anonymes, donc, comme celui donc, de Mayan Fati, donc, qui vient juste d'être cité, réalisé en 2005 donc, par Isabelle Puech et qui portait sur une mobilisation de femmes de chambre au début des années 2000, rendant compte donc, des cadences infernales, du temps de travail à rallonge et des droits
élémentaire bafoué. Ça me semblait important de l'évoquer aujourd'hui, hein, puisque depuis les années 2010, on a une multiplication de mobilisations d'ouvrières du nettoyage ou encore de femmes de chambre dans les hôtels de luxe, et donc qui mettent ces questions du croisement donc, des dominations et au cœur de leur mobilisation, avec la revendication notamment de la dignité et de l'internalisation donc, du travail dans les hôtels en particulier. Et j'en profite pour faire une pub actuelle, puisqu'il y a une mobilisation qui dure depuis plusieurs mois déjà à l'Ibis des Batignolles. Il y a une caisse de grève qui est mise en place et donc qui met donc en avant ces femmes de chambre. Et si vous avez l'occasion de participer à cette caisse de grève, je pense que ça leur serait donc d'un très grand secours. Voilà. Donc nous sommes tout à fait connectés aux enjeux aussi et à l'actualité sociale et politique, hein, comme vous pouvez le constater. Donc des parcours donc de femmes de chambre, ou aussi donc le parcours effectivement donc en France, hein, pour le coup, ou celui donc d'Estrella, donc une migrante à Buenos Aires, réalisé en 2015 donc par Natasha Borjo Garciandia. Donc, qui revient justement sur donc une femme migrante à Buenos Aires et en particulier le travail du care qui est assumé, du coup la manière dont elle se situe au cœur de ces dominations, donc de classe, de race et de genre. Et qu'est-ce que ça produit finalement dans le quotidien du travail. Mais donc ces parcours donnent également la parole à des intellectuelles féministes étrangères, anglo-saxonnes ou africaines, qui ont aussi plaidé pour enrichir le croisement entre genre et classe par la prise en compte des luttes de femmes locales et des élaborations féministes qui, par exemple, mettent en cause donc, les héritages du colonialisme. Je pense donc notamment à Fatou Sow, qui vient juste d'être citée, en 2008, qui explique à propos du féminisme sénégalais, je la cite, « Quand les féministes dénonçaient le patriarcat en disant « c'est l'homme qui, que », les Africaines répondaient « le patriarcat, c'est bien gentil, mais nous, c'est la division internationale inégale du travail qui nous opprime et que nous voulons combattre. » Donc c'est aussi le produit justement les élaborations féministes locales, justement, et y compris au niveau international, prennent en charge aussi donc le questionnement de ce sujet du féminisme qui a été élaboré pour justement introduire des expériences diverses dans le cadre de la division internationale du travail, dans le cadre donc de produits de l'histoire aussi du colonialisme, et du coup qui prennent en compte un certain nombre, l'ensemble de ces questions donc de classe, de race et de genre. Mais donc ce n'est finalement que relativement récemment, comme dans l'ensemble des études de genre et au-delà, comme dans l'ensemble des disciplines, que le concept d'intersectionnalité a fait donc son apparition en tant que tel, au moment même où il y a une multiplication de colloques et de journées d'études, intersectionnalité et politique, intersectionnalité et travail du care, intersectionnalité et éducation, pour n'en citer que quelques-uns, et donc qui invite donc à systématiser l'analyse en termes de croisement des catégories, sans toutefois les additionner. C'est bien l'enjeu de l'intersectionnalité. On ne parle pas de cumul, mais on parle de qu'est-ce que ça produit, le fait d'être inséré dans l'ensemble de ces rapports sociaux, sachant que tous et toutes ici, nous sommes donc situés, puisque c'est également aussi des apports méthodologiques, et c'est une dimension critique que permet d'envisager donc l'intersectionnalité, puisque l'idée, c'est mettre donc ce qui est appelé donc par les théoriciennes de l'intersectionnalité l'idée de l'épistémologie située, et donc de replacer la production du savoir dans ces enjeux de pouvoir qui peuvent exister pour conserver donc une dimension critique. C'est-à-dire que c'est pas seulement de qui on parle, comment et qui on étudie, mais c'est aussi comment on produit ce savoir, qui le produit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça produit comme effet, etc. Donc, avec cette approche, l'an dernier, la question de l'intersectionnalité a donné lieu à une controverse que nous avons coordonnée avec Nicole Mosconi et Lila Belkacem sur le système scolaire, qui faisait suite en réalité à un colloque qui s'était tenu donc à l'ESP de Créteil, où je travaille, qui portait sur intersectionnalité et éducation, et qui a suscité dans l'espace public un certain nombre de polémiques, mais qui était aussi le fruit finalement de débats qu'il peut y avoir en sciences de l'éducation ou en sociologie de l'éducation, qui portent notamment sur la place qui peut être accordée aux discriminations donc, de genre et de race dans l'analyse donc, du système scolaire. L'idée de la controverse, c'était de se demander comment s'articuler l'ensemble de ces questions, et en essayant d'avoir justement dans ce souci méthodologique, dans ce projet d'épistémologie située qui est aussi porté par l'intersectionnalité, il y avait l'idée aussi donc de prendre au sérieux la parole et les expériences des minorés à l'école, qui sont, comme toutes les expériences sociales, au croisement donc des différents rapports sociaux.
Alors, au-delà, là, on est dans une période depuis quelques années où cette question, du coup, irrigue finalement un certain nombre d'articles, de mutations, de textes en sciences sociales. Et pour ne faire mention que d'un texte très récent, dans le numéro donc, qui vient juste de sortir sur pratique écoféministe, coordonné donc par Marlène Banquier et Geneviève Pruvot, il y a notamment un article donc, de Aurore Coquelin qui s'interroge donc, sur la pratique de l'autogynécologie par les militantes féministes appartenant à des groupes intersectionnels, c'est-à-dire justement des groupes qui mettent au cœur de leur engagement le croisement donc, de ces questions féministes avec les questions donc, de race, de classe. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça produit justement dans leur pratique de l'autogynécologie notamment? Tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, cette question, elle n'est plus... elle devient largement transversale dans les études de genre et même si elle n'apparaît pas en titre, même si elle n'apparaît pas forcément de manière tout à fait explicite au départ, et c'est aussi d'ailleurs ce qui a déjà été dit, y compris par Monique, c'est que ça pose aussi la question justement des catégories et ça transversalise finalement l'approche. Alors, l'enjeu donc du numéro de TGS que nous prévoyons est d'aborder donc les processus de racialisation en tant que rapport de pouvoir à l'œuvre dans le monde du travail et la manière dont il s'articule avec les rapports sociaux donc de sexe et de classe en particulier, et ce de façon empirique dans une perspective interdisciplinaire, pas uniquement centrée sur la France. Donc ça, c'est le projet de numéro que nous avons donc avec Jawida Seili et Sophie Pochik sur intersectionnalité et travail, pour le dire de manière très large. Alors, il ambitionne, ce numéro, de poursuivre l'étude des effets de la racialisation du monde du travail et du racisme systémique sur les femmes donc perçues comme non blanches de milieux populaires, mais également, donc ça c'est un peu du coup ce sur quoi je revenais là quand j'abordais ce croisement des catégories depuis 20 ans dans TGS, mais également, et c'est ce que produit aussi la recherche sur l'intersectionnalité aujourd'hui, grâce aussi notamment à l'idée de l'épistémologie située, de s'intéresser aussi aux avantages structurels dont bénéficient les femmes, les personnes, d'ailleurs pas seulement les femmes, perçues comme blanches et de classe supérieure, donc en suivant par exemple la piste donc d'analyse proposée par Amélie Le Renard, qui vient donc de sortir un ouvrage qui s'intitule « Le privilège occidental, travail, intimité et hiérarchie postcoloniale à Dubaï ». Donc l'idée de l'intersectionnalité, c'est pas seulement de parler des femmes donc non blanches, de classe populaire et de voir comment elles s'en sortent, c'est aussi justement de réfléchir au fait que voilà, nous tous et toutes ici, on est situés dans tous ces rapports sociaux, dans tous ces rapports de pouvoir, et ça produit donc des effets quotidien et c'est aussi ça donc, que ça permet d'analyser l'intersectionnalité. Voilà. Alors donc c'est donc des projets que nous avons qui vont nous permettre donc de prendre à bras le corps cette question et surtout de façon empirique parce qu'il y a un véritable enjeu là-dedans. Il y a une multiplication de textes qui évoquent cette question d'intersectionnalité mais qui reste bien souvent finalement assez théorique, et il y a un enjeu justement à essayer d'utiliser ce concept pour voir justement est-ce qu'il est heuristique pour aborder, pour travailler au quotidien le travail ou n'importe quel autre, ou l'éducation ou autre, donc ancrer ce concept justement dans le quotidien, dans l'analyse des pratiques, et y compris d'ailleurs on pourrait aussi élargir à l'analyse d'ailleurs des politiques publiques puisque c'est aussi, l'intersectionnalité permet aussi de penser comment les catégories sont produites et qui les produit, etc. Donc, je passe la parole à Delphine Garbet. Merci. Peut-être avant de commencer, je voudrais juste dire ce que ça pouvait faire d'arriver comme doctorante dans un comité de rédaction comme celui qui a été TGS en 1998, parce que nous avons commencé à travailler avant le premier numéro, évidemment, autrement il n'aurait pas existé. Et moi, je venais du mouvement social, qui était la seule revue, la seule expérience que j'avais comme revue, qui était un milieu extrêmement hiérarchisé, du point de vue professionnel, du point de vue syndical et politique, mais aussi du point de vue du genre, avec des divisions sociales et hiérarchiques des tâches qui étaient fort bien organisées entre les anciens et les jeunes.
et les droits à émettre des opinions et à parler et à avoir des idées. Et peut-être que ce que moi j'ai trouvé, et donc j'ai renoncé très vite au mouvement social, au comité de rédaction du mouvement social, en arrivant à TGS, c'est à la fois un collectif féminin, un collectif de femmes, ce qui évidemment pour ma génération est neuf puisque j'ai eu pas l'expérience des femmes des années 70 et des collectifs séparés, hein, et qui donne une tranquillité de travail et de conduite d'activité remarquable. Et puis surtout le fait qu'on n'ait pas besoin de justifier à tout instant les raisons pour lesquelles on va travailler sur les sujets qui nous intéressent, ni la légitimité scientifique ou politique des sujets qu'on va aborder. Et ça, on a peut-être du mal à l'imaginer, mais il y a 20 ans, c'était extrêmement rare. C'est-à-dire de ne pas avoir à commencer à se justifier, à commencer à s'excuser, à chercher le moyen de justifier la validité ou la légitimité des idées que nous avions. C'était quelque chose qui, tout simplement, ne pouvait pas avoir lieu et qui a eu lieu dans cet espace. Et donc, c'est un espace que j'ai toujours chéri, que je suis moins présente maintenant, mais qui, pour moi, a toujours été essentiel. Donc, je voulais le dire aujourd'hui, avant de passer à une analyse plus scientifique des contenus que nous avons développés au sein de la revue. Alors, le travail était au centre, comme il l'était au centre de nos préoccupations et de la société telle qu'elle était encore dans ces années. Et finalement, si moi j'ai en charge de parler du corps, des sexualités ou de la maternité, je dirais que c'est d'abord par la question du travail que nous avons abordé la question du corps, parce que pour nous, sociologues ou historiennes, déjà et toujours, le corps est engagé dans le travail. Donc le début de ce qu'on voit apparaître des questions du corps est très lié dans la revue aux questions qui ont trait au travail, les ouvrières, la pénibilité, bien sûr le rapport aux techniques, à la contrainte, à la liberté, donc les normes qui s'imposent, les règlements, tout ça, ça fait partie de ce que nous avons étudié, de ce que nous avons voulu mettre en évidence dans ce qui s'imposait aux femmes, dans le quotidien de leurs activités, et qui est présent, je crois, de multiples façons dans la revue. Donc nous entrons d'abord par le travail. Et nous avons ce premier numéro très intéressant, je crois, en 2001, sur les mots du travail, qui est à mon sens assez neuf. Cette question était peu débattue, sur toute cette dimension des contraintes par corps, comme va le proposer Marie Grenier-Peuzé dans un article sur le harcèlement moral, avec donc cette entrée par le droit, par la maltraitance, par les rapports sexués au travail, les contraintes morales et sexuelles qui peuvent s'exercer dans le travail et les façons de lutter, de les dénoncer ou d'en rendre compte avec l'émergence de nouvelles législations. Du côté toujours de ce rapport entre corps et travail, on va trouver une question qui va devenir classique par la suite et que Jacqueline Laufer va introduire en particulier, qui est celle des femmes providentielles, on pourrait dire, de cette question des femmes et des enfants à charge, la question des politiques sociales, de la maternité, de l'accueil de la petite enfance, donc de toute la prise en charge des anciens et des jeunes par cet à côté du travail des femmes salariées ou à côté de leur charge et qui renvoie à toute cette dimension qui va devenir et être thématisée comme le travail du care, qui va être problématisé de cette façon, nous venant de la traduction américaine, et qui est ici un rappel de ce que les femmes travaillent à heure et à corps perdu ou à temps toujours perdu. Paola Tabé déjà l'avait montré dans son article originaire sur l'anthropologie des techniques, ce qui est particulièrement prégnant dans l'histoire et dans la sociologie du travail des femmes, c'est aussi tout ce soin et ce temps qui mobilise le corps des femmes pouvant lui-même être l'instrument du travail, qu'on pense aux domestiques, qu'on pense aux nourrices et aux industries nourricières, qu'on pense à la prostitution. Donc là, avec Philippe Alonso et Tania Angelov, nous avions fait ce numéro sur la prostitution et qui abordait évidemment déjà des questions extrêmement controversées sur la question de la protection ou de la non-protection, de la réglementation ou de la non-réglementation, de la capacité d'agir ou de la domination, et qui était posée autour toute une série d'articles. Alors, précarité, vieillesse, effet du travail sur le corps et la santé, usure au travail. Peut-être ces questions, à regarder de façon rétrospective l'ensemble de ce que nous avons produit, n'ont pas pris une place si importante
à défaut, sans doute, de travaux suffisamment développés et interdisciplinaires entre ergonomie, sociologie, histoire, sur la question du vieillissement, sur la question de l'usure et de la santé au travail. Et peut-être que là, il y aurait encore des choses à développer et à faire. Il y a bien entendu l'approche que nous avait apportée Pascal Molinier avec la psychodynamique du travail et toute cette nouvelle thématisation des formes de virilité ou de féminité ou de muliérité, pour reprendre ces expressions, dans l'engagement du corps au travail, dans les prouesses au travail aussi, avec des divisions genrées très organisées, des éléments et des thématiques qui vont être reprises. Par exemple, j'y pense dans ce numéro donc je cherche les dates des numéros, de 2016, La prouesse et le risque, dirigé par Marlène Cacuobito et Guillaume Malochet, et qui traite justement du rapport au corps et des dimensions genrées, de la définition sociale des professions dites à risque, autour de certains métiers masculins ou neutres, mais qui se féminisent et tels que, ou qui laissent enfin entrer des femmes parmi eux, reporters de guerre ou femmes dans la marine marchande. Donc, centralité des questions du corps et du travail, de la souffrance physique au travail. Je voudrais aussi signaler le très beau numéro qui avait été dirigé par Tania Angelov et Annie Labourie-Racapé sur le travail du corps, et dans lequel on pouvait notamment trouver justement un article collectif de toute une série de collègues québécoises sur les effets délétères de la station debout sur la santé de nombre de travailleuses, et donc les problèmes de santé publique que ces questions apportaient. Alors, de mon côté, j'avais essayé, autour des questions de genre et de science, de faire rentrer la question du lien entre la prouesse scientifique et toute cette éthos de la découverte scientifique et la mise à l'épreuve du corps des scientifiques, puisque les scientifiques ont été souvent des auto-expérimentateurs sur leur propre corps. Et là, nous avions pu faire ce petit mini-dossier autour de Maria Retenzi et d'Anne Félinger sur la question de l'activité des femmes dans la recherche, dans le champ de la recherche scientifique, et notamment cette question des risques dans le secteur de la radioactivité dans les années 50. Donc, comment des scientifiques ont développé des pratiques de risque et ont entraîné aussi leur personnel dans des pratiques risquées pour leur santé, dans des climats où la foi pour la raison et les vertus du progrès scientifique ne laissaient pas beaucoup de place à une réflexion sur ces risques. Alors, si on délaisse maintenant le travail, on voit que quand même le corps, dans une définition plus large, entre et fait sa place dans nos numéros et nos préoccupations. Le corps, le sexe et le genre. D'abord, on pourrait le dire autour de la lecture d'une série de grands auteurs en anthropologie et avec les controverses. Par exemple, la controverse autour du livre de Françoise Héritier en 2003, Masculin, féminin, dissoudre la hiérarchie. Et puis ensuite, autour des questions de parenté, par exemple, autour de la controverse autour de Métamorphose de la parenté de Godelier, ou encore, en 2006, la controverse autour de la condition fœtale, une sociologie de l'engendrement et de l'avortement de Luc Boltanski. Donc on voit ici un rapport à l'anthropologie qui peut-être nous a posé parfois des problèmes pour tous les éléments un petit peu, on pourrait dire, structurants qu'on y lisait en termes de modèles de parenté, de filiation, etc. Et donc on a sollicité des controverses sur ces grands hommes et femmes, ces grands auteurs, et aussi en essayant d'ouvrir à des perspectives différentes. Alors, de mon côté, j'avais essayé de faire rentrer les questions de sciences et de techniques dans la revue, étant de fait à la Cité des sciences et de l'industrie à cette époque, donc dans un laboratoire dédié aux questions de sciences et de techniques. Et donc, on le voit effectivement dans toute une série d'objets qui arrivent, comme toute la question de la production scientifique du rapport au corps, de la définition du corps, du sexe et du genre. On a donc cet entretien, quand même, qu'un des premiers en français de Judith Butler, que nous avions assuré avec Laura Lee Downs et Tania Angelov, Troubles dans le féminisme, en 2006. La question des biotechnologies, de la PMA, de la reproduction, de la critique féministe des sciences et des techniques, de la naturalité, de la non-naturalité de la production des corps, des identités de sexe et de genre, donc toutes les relations entre corps, genre et biomédecine. Le numéro qu'on a dirigé avec Marlène Cacuobito sur sciences, recherche et genre. Et puis ensuite, donc celui avec Tania Angelov, Corps sous emprise, biopolitique et sexualité au nord et au sud.
où on s'intéresse aux usages contemporains des technologies biomédicales, la façon dont les technologies, justement, dont le corps et les sexualités des femmes s'articulent avec les biotechnologies dans différents contextes historiques, culturels et sociaux. Donc revenir sur la question du gouvernement des corps et des sexualités, d'abord en disant que, bien sûr, ce gouvernement n'est pas neutre du point de vue des genres, mais aussi qu'il y a donc des assimilations, des interventions et des incorporations des dispositifs médicaux et techniques qui varient suivant les régions du monde. Et cela était aussi un des attraits de ce qui nous intéressait de développer. Donc, dans ce numéro, on a essayé autant que possible de susciter, là encore, cette dimension de la comparaison avec des formes historiques et contextuelles de biomédicalisation qui touchent à des femmes de différentes origines et classes sociales, au nord comme au sud, et qui donc vont aussi contribuer à définir leur être individuel ou leur identité collective. Je pense par exemple au travail de Shikako Takeshita, une collègue japonaise qui avait fait une grande enquête anthropologique sur le stérilet à l'échelle internationale et qui nous a donné ici un article, on pourrait dire générique et rassemblé, où on voit comment finalement les scripts et les scénarios qui sont inscrits dans les techniques, une technique telle que le stérilet, témoignent déjà et toujours d'arrangements sociaux et sociotechniques et que donc il y a une grande variété d'interprétations et d'appropriation de la technique, et là, en l'occurrence technique contraceptive, et donc que le stérilet peut servir ici à l'oppression et au contrôle patriarcal des femmes et de leur corps et de leur capacité de génération, et ailleurs à leur émancipation. Et donc c'est aussi sur cette plasticité finalement des configurations autour de l'usage social des technologies que ces comparaisons internationales et cette mise en balance des contextes historiques et culturels permet de nous conduire. Alors peut-être aussi, rétrospectivement, l'avortement peu présent, finalement, étonnamment, sauf dans les parcours, peu de travaux sur l'avortement dans l'histoire de notre revue. Alors, on a le parcours avec Gisèle Halimi, la cause du féminisme, bien sûr, qui revient abondamment. Le parcours avec Lucien Neuwirth, qui aussi rend compte de cette histoire. Mais à part la controverse sur le livre de Boltanski, qui essaye de retracer une sociologie morale de l'engendrement via la question de l'avortement, qui pose toute une série de questions, nous avons peu ou pas, finalement, fait produit de recherche sur ces questions. Alors, un prochain numéro, peut-être, pour revenir sur les questions de la contraception, qui sont actuellement, effectivement, très investies par de nouvelles chercheurs et chercheuses qui s'intéressent notamment aux technologies et aux alternatives techniques. Cette question du rapport aux techniques et la biomédecine dans ces alternatives, on la retrouve dans le numéro récent, La querelle de l'accouchement, dirigé par Magali Della Souda et Nicole Mosconi, le numéro de 2018, qui revient sur les conditions contemporaines de l'accouchement. Et on voit la difficulté qu'il y a à penser en France ces questions. Dès qu'on fait un pas de côté, moi qui suis maintenant depuis 10 ans à Genève, je vois très bien à quel point c'est beaucoup plus familier en Suisse romande ou dans l'espace québécois, par exemple, de traiter de la question des alternatives possibles à ce qu'on peut définir comme une forme de surmédicalisation du travail gestatif et de l'accouchement. Et donc là, on a donc des traditions culturelles, on pourrait dire, dans le rapport aux techniques et aux techniques biomédicales, une prévalence de l'hospitalisation, de la médicalisation, etc., qui se retrouvent dans les objets d'analyse possibles dans nos sociétés. Et donc, on a une génération nouvelle, plus engagée, plus verte, plus écologique, qui, elle, questionne ce qui, pour la génération précédente, semblait aller de soi en matière de ce que nous avons défini comme des promesses technologiques, des promesses de la modernité. Alors, où sont les promesses? Comment s'émanciper avec les techniques? Comment approprier et développer un rapport aux techniques émancipateur? Ces questions nous concernent toutes et tous et donc devraient continuer à nous intéresser. Alors finalement, j'ai encore un petit peu de temps, c'est bon. Ouais. Finalement, la question très controversée, évidemment, de la gestation pour autrui, qui justifie toute une série de positionnements très opposés, normativement, politiquement aujourd'hui, a été abordée à 2 reprises dans Travail, genre et société, dans une perspective d'abord essentiellement du point de vue, je dirais, des normes
et de façon comparée entre les États-Unis, l'Angleterre et la France par Laura Lidons et Jacqueline Laufer en 2012, dans cette controverse qu'elles avaient intitulée « Troubles dans la maternité » à propos de la gestation pour autrui, où il s'agissait de regarder finalement les pratiques de gestation pour autrui dans différents contextes culturels et nationaux, et les normes et les modalités par lesquelles le législateur intervenait ou non pour les réguler, tant sur le plan de la filiation que sur le plan des conditions concrètes d'accès aux nouvelles technologies, en l'occurrence celles qui sont mobilisées dans ces contextes. Alors, oui. Voilà. Ce numéro a été repris là récemment dans un des derniers numéros, donc sur la gestation pour autrui. Je voudrais peut-être juste conclure avec la façon dont je traitais de cela en conclusion de ce numéro. Donc peut-être sur le fait, et là on a encore du travail à accomplir à mon sens, que la question du droit à la parentalité, des droits procréatifs, la question donc des modalités par lesquelles on devient parent est extrêmement tributaire dans nos sociétés des ressources biotechnologiques, et qu'il y a donc une prévalence et on privilégie la filiation génétique et biologique, ce qui est une question qui en elle-même devrait nous intéresser et nous questionner. Donc il faudrait peut-être que nous réfléchissions, au-delà d'ouvrir davantage, à mon sens, éditorialement, nos lignes à les revendications et les questions LGBTQ et plus, nous devrions aussi questionner la façon dont on cherche des solutions biotechnologiques à des questions de parenté et dont elles conditionnent finalement nos horizons. Faire parenter de façon plus durable, plus vivable, plus redevable des limites des ressources humaines et naturelles, donc non seulement en nous désindexant de la conjugalité hétérosexuelle, mais aussi du productivisme un petit peu parfois fascisant technologique, comme on pourrait le lire dans certains travaux et à partir de Donna Haraway. Donc faire parenté, faire génération, produire des généalogies, making kin, en ne faisant pas nécessairement des enfants à soi ou génétiquement siens, mais en prenant aussi le soin de taking care of, en réfléchissant à la façon dont nous sommes apparentés à notre environnement, pour aujourd'hui et pour demain. C'est aussi d'une certaine façon, si je peux filer la métaphore, ce que nous avons fait avec la revue. Nous avons au fond fait parenter, développé des apparentements, produit généalogiquement de nouvelles généalogies intellectuelles et de pensée, dans je crois, une sororité qui est rare, que j'ai beaucoup aimée et donc que je souhaite saluer ici. Merci Delphine. Donc, Rachel. Oui, donc il nous reste un petit peu de temps pour un débat. Alors, juste pour conclure, mais très provisoirement, vous voyez toute la diversité de la revue. Je pense que cette mise en perspective et ce travail qu'on a pu élaborer en relisant les revues et en ayant aussi des regards de différentes générations sur ces 20 ans nous montre tout ce qu'on a pu faire, mais aussi tout ce qu'il reste à faire. Et je suis assez affolée parce que j'ai vu au moins une dizaine de dossiers ou controverses se profiler, ce qui est bien. Alors, la parole est à vous. Marie Zuette, donc je voulais réagir en fait sur les questions d'avenir, alors posées par Jacqueline et puis aussi peut-être et Rachel. Jacqueline, par rapport aux questions que tu as posées pour l'avenir, qui sont assez anciennes, enfin bon, pérennes du coup, j'en rajouterai une qui est aussi ancienne et sans doute pérenne, qui me vient des travaux de Margaret sur justement le déplacement continu des inégalités professionnelles. Bon, qu'elle avait illustré notamment à partir de son article sur les ouvrières de l'imprimerie. Hein. Donc, mais pour demain, donc, où vont se déplacer les inégalités professionnelles? Et moi, je pense que ce serait intéressant vraiment de travailler sur le numérique pour avoir travaillé là pendant 2 ans sur les plateformes numériques. Vraiment, autant on voit les livreurs à domicile, c'est des hommes, mais les micro-tâches, hein, c'est plutôt des femmes. On a l'impression. Donc,
donc ce serait intéressant, un des exemples, hein, vraiment travailler sur le déplacement, une nouvelle forme d'inégalité. Et par rapport aux politiques publiques, là, j'interpelle Rachel, tu as raison, je pense, d'être optimiste sur l'évolution de la prise en compte du genre dans l'évaluation ex-ante ou ex-post des politiques publiques, mais je pense que c'est surtout vrai pour le social et beaucoup moins pour d'autres domaines. Hein. Et je pense, entre autres, alors là, vraiment, à la transition écologique et l'impact du changement climatique, où là, vraiment, il n'y a rien. Enfin, c'était dit récemment encore par la vice-présidente du GIEC. Il y a vraiment très peu de données où Yveline Nicolas, responsable de l'association Adéquation, surtout travaux dans le sud, hein, mais pas du tout dans le nord. Alors, il y a un impact précarité énergétique. Enfin, en termes d'impact, il y a un impact, en termes d'action aussi. Hein. Delphine disait qu'il y a une mise en cause des nouvelles techniques de procréation et donc des femmes, et c'est plus général. Hein. On impute aux femmes la pollution des rivières à travers la pilule, etc. Donc, on les accuse en termes de consommation. Elles polluent avec les changes pour bébés, etc. Qui sont, voilà. Et en même temps, on sait que les femmes sont très présentes dans les associations vertes, écologiques, etc. Elles ont un comportement plus éthique. Enfin bon, voilà. Donc, il y a vraiment un chantier à ouvrir dans ce domaine. Et puis, par ailleurs, interpeller aussi le gouvernement sur l'évaluation ex-ante politique publique qui est en principe imposée par la loi, qui n'est pas fait. Et rien que sur le budget. Alors, je vois pas de recherche hein, sur le gender budgeting, vraiment. Il n'y a qu'une association, la Fondation des femmes, qui s'est intéressée vraiment à l'évaluation budget de la France vis-à-vis du genre. Voilà, donc quelques pistes pour l'avenir. Merci, on en manquait, c'est très... On continue, si on peut prendre... Pas de questions. Ici, au premier rang. Bonjour, je suis Christine Verschure et je dirige une collection qui s'appelle les cahiers genre et développement. Donc nous, on s'intéresse plutôt à ce qui se passe au sud. Et je suis depuis toujours vos travaux et qui sont source d'inspiration magnifique. Une des questions que je voulais poser, c'est la question de la circulation des savoirs et de la langue. Il me semble que un des problèmes qu'on a, c'est que cette richesse des travaux que vous avez montrés ce matin, elle est extrêmement peu reconnue globalement à cause de la domination de l'anglais, et qui est devenu un peu la grille d'intelligibilité des savoirs sur le genre. Je le vois dans mon institut, l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, où de plus en plus l'anglais est prédominant et il y a une invisibilité totale, mais totale, des travaux des féministes francophones, pour ne pas parler du féministe en général, du Sud aussi. Et ça me fait souci, et je sais que vous traduisez les résumés, mais ça me pose quand même une question. Comment repenser la circulation, non seulement la production, mais la circulation des savoirs sur le genre, pour valoriser tout ce qui existe, non seulement dans le monde francophone, mais dans le monde du Sud, qui est extrêmement riche également. Oui, bonjour, Dominique Gauthier-Yucco, donc annuaire CNRS sur le genre et puis association Ménosine. Donc merci pour la richesse, l'extrême variété de vos thèmes et des controverses. Et je me permets de vous questionner sur une qui m'interpelle vraiment, par son absence peut-être. Hein. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'historique et les positionnements sur la question de la domesticité? Et on a évoqué bien sûr l'invisibilité du travail domestique. Alors est-ce qu'on ne s'est pas historiquement trompé depuis le 19e siècle? Est-ce qu'il faut rémunérer? Est-ce qu'il faut traiter diversement? Voilà. On pourrait peut-être relancer ces questions et je vous en remercie d'avance. Donc on peut commencer peut-être à répondre à ce qui est demandé. Qui veut... Peut-être un mot, Hyacinthe, puisque tu as le micro, sur la traduction des articles de la revue, peut-être avec Kern.
Donc effectivement extrêmement important, on l'a rappelé aussi ce matin. Donc il y a une sélection d'articles qui est publiée en anglais et qui est donc sur le portail Cairn International. Mais c'est une vraie question qu'on se pose, c'est une vraie question qui nous est plusieurs fois posée, c'est-à-dire la production en quelle langue. Alors évidemment, on tient beaucoup à la production en français, en langue française, parce que c'est aussi une manière de penser en fait. La langue évidemment complètement configure la pensée. Après, c'est vrai que moi, je regarde Clotilde Lemarchand, on a souvent évoqué ces questions-là et de savoir aussi comment donner une audience plus large à nos travaux. C'est vrai que par moments, c'est assez fou de se dire que sur certains thèmes, on nous dit il n'y a rien, alors qu'en fait, il y a toute une production en langue française. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question, mais bien sûr, c'est extrêmement important. Oui ? Martine Lévy, je suis la Parisienne du Forum Femmes Méditerranée et à ce titre, en fait, je voulais signaler qu'il existe à la Fondation des femmes de l'Euro-Méditerranée une plateforme trilingue français, anglais, arabe, où effectivement il y a des références et que ça permet de diffuser déjà dans l'ensemble du bassin méditerranéen européen et que ça peut être aussi une manière de développer vos activités. Peut-être juste... Ah non, pas sûr. Non, pas sûr. Non, c'était pas sur ça, mais c'était sur la question de la domesticité, dire que ça fait partie des thèmes qu'on est en train de travailler et qui sera à la source de prochains numéros, voilà notamment. Du coup, pour compléter, effectivement, on envisage de réfléchir justement à cette question dans le cadre d'une controverse, notamment avec Maud Simonet, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, je crois que c'est Travail gratuit, le titre du livre, j'ai un petit trou, bon, sur le titre précis. Voilà, et effectivement, cette question, elle revient. Pourquoi cette controverse ? Précisément, probablement parce que pour les mêmes raisons que celles qui font que vous la posez, c'est les grèves aussi féministes, par exemple, dans l'État espagnol, en Argentine, en Suisse, qui posent la question du coup du travail et posent aussi la question de qu'est-ce qu'on met derrière travail, la grève du travail reproductif, et qui du coup ont produit le fait qu'il y a des nouvelles traductions justement en français, là, du coup, on est toujours encore d'ailleurs dans cette question, effectivement, ça joue beaucoup, de penseuses comme Silvia Federici, justement, qui avance aussi cette question, l'avançait déjà dans les années 70 en relation avec des mouvements qui s'étaient exprimés ailleurs, hein, par exemple aux États-Unis avec le Wages for Housework. Enfin bon, bref, voilà. En gros, cette question, on est précisément en train de la discuter pour essayer de la prendre à bras-le-corps, essayer de saisir ses tenants et ses aboutissants, ses enjeux, ses questions, ses problèmes, tout ça. Peut-être juste ajouter que le dossier écoféminisme, donc du numéro qui précisément est sorti là, traite aussi en partie de ces questions. Oui, juste un petit mot pour répondre à Maryse Huette. C'est évident qu'elle a entièrement raison. Enfin, je veux dire, ça va peut-être rajouter un ou deux dossiers en plus, mais c'est évident que l'exploration de tout l'impact du numérique sur, je dirais, le travail des femmes et la façon dont les deux s'agencent est évidemment un sujet absolument fondamental. Et là, on a peut-être un tout petit peu de retard, je dirais même, par rapport à ça. Il y a des travaux qui sont conduits. Je dirais simplement, mais c'est pas de la revue, que le MAGE a participé au congrès justement de recherche internationale féministe et francophone, et qu'à l'issue de ce gros colloque qu'on avait organisé, il y a un ouvrage qui est en cours, et il y a, Maryse, un chapitre entier dédié aux questions du numérique, du point de vue de l'emploi, et puis un autre chapitre du point de vue du cyberféminisme et des questions de cybersexisme. Donc, c'est pas la revue, mais presque. Hein, ça sera un ouvrage du MAGE pour 2020, intitulé « Le genre au travail ». Et nous sommes en train de le finaliser. Voilà, donc, ça donnera déjà une petite réponse. Mais pour répondre à la question de Christine, je ne sais pas si toi tu as des éléments de réponse à ta question. On est dans une difficulté qui est qu'à la fois pour construire les carrières et en particulier produire les carrières des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, il faut donc attester du fait que ces personnes, si elles ont déjà le lourd de peine de ne pas être américain ou anglais, publient dans les revues américaines ou anglaises. Ça devient c'est un critère de sélection qui est déterminant à l'échelle internationale, peut-être pas encore à ce point en France, mais en tout cas dans d'autres espaces en Europe, c'est clair. Et donc,
à la fois, donc, on doit donner toutes les chances aux personnes qui développent toute une série de recherches, de pouvoir être rendues éligibles au fait qu'elles seront sélectionnées éventuellement un jour et qu'elles auront un travail ou une carrière dans une institution de recherche. Et on alimente nous-mêmes, en fait, on se trouve coincé à alimenter toute une série de mécanismes. Et donc, et il est vrai qu'il y a 20 ans, un des enjeux pour le féminisme français, en tout cas, a été, à mon avis, d'introduire de l'air et de faire traduire et de montrer tout ce qui pouvait se produire ailleurs, et notamment dans un champ extrêmement constitué qui est celui des gender studies anglo-américaines ou de langue anglaise, dans lequel contribuait toute une série de personnes. Et autant c'était là important, et ça le demeure, d'avoir ces échanges et de se lire mutuellement, autant aujourd'hui, il faudrait davantage réfléchir en termes de frontalier, c'est-à-dire au fond qu'à chaque endroit où on se trouve, quand on est à Strasbourg, quand on est à Nice, on ne devrait pas développer les mêmes types d'échanges linguistiques ou de partenariats linguistiques qu'avec le seul anglais, et le faire comme une pratique, une sorte d'écologie de pratique de son environnement. Mais c'est très difficile à faire advenir, alors qu'en pratique, les collègues sont impliqués dans des collaborations transfrontalières. Ils passent parfois de nouveau par l'anglais, des Italiens, des Allemands, des Suisses, pour se parler. Et finalement, le système de référence et la façon dont nous citons aussi nos grandes auteurs, et moi la première sans doute, nous devons réfléchir à la façon dont nous mobilisons les grandes auteurs féministes de langue anglaise dans nos travaux, parce que c'est aussi un des éléments par lesquels à la fois nous donnons à voir et travaillons ces textes, et c'est un prérequis pour pouvoir publier éventuellement dans des revues de langue anglo-américaine, mais à l'inverse, nous ne valorisons pas, ou peu ou pas assez, nos propres auteurs d'autres langues. Donc les stratégies sont multiples, mais on voit bien que c'est quand même c'est un champ structuré de rapports de pouvoir, et que c'est difficile de savoir par quel bout prendre les choses. Bien. D'autres questions, remarques? On va être en avance. Oh, pas trop, quand même. 5 minutes. Non, on est à l'heure. Non, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va pour la matinée. On se retrouve à 14h30 ici même.